Ceux qui connaissent les dialogues avec l'ange, dans ce livre, l'ange dit « La science est l'émerveillement, et l'enfant de l'émerveillement ». Et c'est cet émerveillement auquel Planétaire œuvre, ce réenchantement pour lequel nous sommes missionnés. Et nous vivons quand même une période assez extraordinaire, puisque ce que disaient les mystiques et les voyants de tout poil depuis toujours, cet émerveillement, ces mondes invisibles, eh bien, nous sommes en train de les redécouvrir via la science. Alors quand je dis la science, c'est un peu un abus de langage, parce que, en fait, c'est le fait de quelques scientifiques avant-gardistes, dont Philippe Guillemant. Philippe est chercheur, ingénieur au CNRS, il travaille sur l'intelligence artificielle, la vision artificielle. Son inventivité et sa créativité ont fait de lui quelqu'un d'absolument reconnu par ses pairs et par l'institution. Il a eu le cristal du CNRS. Et pourtant, Philippe a choisi de se démarquer de ce conformisme scientifique en allant explorer des terrains qui, à certains, paraissent un peu sulfureux. En fait, Philippe, c'est un physicien de l'information, cette information qui structure l'univers, c'est un physicien de la conscience, et sa grande passion, c'est le temps. Ce soir, il va nous parler de synchronicité. Vous savez, ces coïncidences particulières sans relation qui arrivent à l'impromptu et qui sont surtout très parlantes pour la personne qui les vit. Il va nous parler aussi de libre arbitre, et les perspectives qu'il va nous dévoiler sont absolument chamboulantes pour notre vision du monde. Ah bon? Il pourrait y avoir une vie après la mort? Ah bon? On pourrait se souvenir de notre futur? Ah bon? On pourrait modifier notre futur? Vous voyez un peu le vertige que ça nous donne. Voilà. En tout cas, on est très heureux que vous soyez ici tous nombreux, car jamais, jamais la science et la spiritualité n'ont été aussi près de s'unir. Mais ce n'est encore le fait que de quelques-uns. En tout cas, ce soir, toute l'équipe de Planétaire vous souhaite une très bonne soirée avec Philippe Guillemant. Merci. Merci à vous, merci. Je suis vraiment très honoré. Je vais essayer ce soir de faire une conférence un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Parler du libre arbitre, c'est quelque chose de très compliqué et on n'a aucun fondement scientifique parce que le libre arbitre, c'est quelque chose de fondamentalement contraire à la science. La science s'est construite non seulement par opposition à la religion, mais elle s'est également construite par opposition au libre arbitre, parce que qui dit libre arbitre dit la possibilité que nous pourrions faire des choix qui ne sont pas le résultat d'une mécanique, qui ne sont pas le résultat de lois physiques, qui ne sont pas le résultat en tout cas de lois physiques connues, c'est-à-dire que ça implique une transcendance. Et tous les scientifiques ont toujours lutté contre cette idée, et même une grande partie des philosophes. Donc c'est quand même pas une question évidente. Mais aujourd'hui, a été popularisé depuis quelques années, moins d'une dizaine d'années, ce qu'on appelle la notion de multivers. La notion de multivers, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une infinité d'univers de formes différentes. Alors il existe plusieurs sortes de multivers, je vais vous définir ce que c'est. Un multivers, c'est une infinité d'univers parallèles les uns aux autres. Voilà. Il existe plusieurs sortes de multivers, c'est-à-dire qu'il existe toutes les sortes de multivers qui pourraient être créés, par exemple, après le Big Bang, si jamais le Big Bang existe, au cas où il serait véritablement un début de la création. Ce début de la création pourrait non pas créer un seul univers qui serait le nôtre, mais une quasi-infinité d'univers bulles qui croîtraient. Il y en a certains qui subsisteraient et d'autres non. Voilà, ça c'est l'une des façons de fabriquer un multivers, dont il est considéré aujourd'hui qu'elle est obligatoire parce que lorsqu'on examine les lois durant les premières nanosecondes, je ne sais plus,
C'est-à-dire que la physique relativiste cesse d'être valable lorsqu'on remonte en dessous de la seconde 10 puissance moins 34 ou moins 44, je ne sais plus, après le Big Bang. Et à partir de là, d'autres lois sont nécessaires et elles sont fondamentalement indéterministes, ce qui amène à une infinité de multivers possibles. Bon, en réalité, certainement plus tard et même aujourd'hui. Mais bon, là je passe. Il existe aussi une autre sorte de multivers dont je ne parlerai pas, qui consiste à modifier les lois de la physique ou changer en tout cas les constantes fondamentales des lois de la physique. Non, je ne vais pas vous parler de ces deux types de multivers-là, mais je vais vous parler du type qui nous intéresse et qui est peut-être englobé dans le premier type. C'est le multivers qui résulte de la mécanique quantique, hein, on l'appelle le multivers quantique. C'est celui qui va nous autoriser le fait d'avoir des myriades de façons alternatives de mener notre vie à nous. Sachant qu'un générateur quantique de nombres aléatoires, en produisant un 0 ou un 1, est capable de créer deux univers différents. L'univers où on va agir différemment suivant qu'on tombe sur un 0 ou sur un 1, par exemple. Mais si on généralise ça à l'échelle humaine, ça veut dire que nous sommes potentiellement libres au sens où nous avons, la physique ne nous interdit pas d'imaginer la possibilité que nous ayons une myriade de vies complètement différentes, nous-mêmes. Nous pourrions faire la même chose jusqu'à un certain moment de notre vie, et puis il y aurait un choix qui se fait, là il y aurait deux possibilités de réalisation différentes, et les physiciens règlent ça d'habitude en disant que il existe de myriades de doubles de nous-mêmes conscients. Enfin, je dis les physiciens, une partie, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et que donc il existe une myriade d'univers parallèles dans lesquels existent des doubles conscients qui ont exactement la même personnalité que nous et qui réalisent des choses différentes, mieux que nous ou moins bien que nous. Voilà. Bon, je fais partie des physiciens qui pensent que cette théorie est délirante ou fausse, enfin, on donnera ce qu'on... Et parce que, tout simplement, on a observé depuis longtemps en physique, non seulement quantique, mais aussi à l'échelle macroscopique, qu'il existait un certain indéterminisme, qui fait que la physique n'est en aucune manière capable d'affirmer de façon non dogmatique que nous sommes enfermés à l'intérieur d'un multivers prison. Cette idée que nous pourrions être enfermés à l'intérieur d'un multivers prison et que par conséquent notre futur existerait déjà de manière immuable en vertu simplement du déterminisme, hein, même si notre futur n'était pas encore déjà réalisé, cette idée vient uniquement du dogme. Elle vient uniquement, si vous voulez, de l'usage d'équations. C'est les équations de la physique qui, par ailleurs, sont pourtant incompatibles avec la réalité, puisque la réalité, elle s'avère discontinue. Les équations ont besoin de continuité. La réalité s'avère être un univers d'informations. Les équations ont besoin que les informations soient infinies, ce qui amène à des problèmes des infinis en physique. Enfin, moi, je ne vais pas aller trop loin dans cette introduction. Ce que je veux dire, c'est que donc, il est tout à fait rationnel de penser que le multivers qui pourrait nous accorder un libre arbitre existe, et que je pense que probablement la moitié des physiciens sur la planète sont d'accord avec cette conception que ce multivers rend possible notre libre arbitre. Voilà, ça c'est le point de départ. Bon, maintenant, les choses sont quand même compliquées, parce qu'il faut rajouter à cette première notion, donc première notion, nous vivons dans un multivers, ce multivers nous appartient, possiblement. Deuxième notion, la notion de temps, et là il s'avère que tout le monde est d'accord, ou presque, en physique, pour dire que le futur est déjà réalisé. Et donc, si le futur est déjà réalisé, ça pose a priori un problème en ce qui concerne notre libre arbitre, parce qu'on va se dire, ben, on ne peut pas être libre si notre futur est déjà réalisé. Sauf que, on peut considérer que
le fait que notre futur soit déjà réalisé, c'est une situation équivalente au fait que, de façon métaphorique, nous cheminons, nous marchons sur un chemin, comme l'illustration le donne, nous marchons sur un chemin, mais nous ne voyons pas où nous allons parce qu'il y a de la brume. Personne ne voit son futur, d'accord? On est capable d'anticiper un petit peu ce qui se passe dans notre futur immédiat. On voit les événements en train d'avoir lieu, et je vais y revenir. Donc on a l'impression d'assister quand même au déroulement de notre futur immédiat. On est capable d'un certain degré d'anticipation. Mais pas plus, parce qu'après, c'est le vide. On n'est pas capable de détecter notre futur, et à tel point que on pense que notre futur n'existe pas encore. Et ça pose un problème. Parce que la physique nous apprend, et je vais vous expliquer pourquoi. La physique nous apprend que le futur est véritablement déjà réalisé. Et le problème qui fait qu'on pense qu'il n'est pas réalisé, c'est le même problème qu'un marcheur qui confondrait la brume avec le vide. Sur un sentier, vous voyez de la brume et vous pensez que c'est simplement parce que le sentier n'est pas encore créé. Il attend que vous vous rapprochiez pour que le sentier se crée. D'accord ? Mais en tout cas, si vous comprenez maintenant que c'est de la brume, vous êtes capable de comprendre que, votre libre arbitre, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez très bien rencontrer des bifurcations. C'est-à-dire que le fait que notre futur soit déjà réalisé n'empêche pas que nous puissions avoir un libre arbitre. D'accord ? Et je vais maintenant poser la question, oui, mais qu'est-ce qu'il se passe aux bifurcations ? Parce que les physiciens nous disent que le futur est déjà réalisé, mais il n'empêche que la théorie la plus probable concernant le futur, c'est celle qui nous dit que le futur est unique et qu'on ne peut pas le changer. Bon, ça, c'est les équations qu'il impose, je vous rassure. Que les équations fonctionnent dans un cadre plutôt dogmatique et qu'il faut savoir relativiser. Eh bien, il y aurait une raison qui ferait que, malgré cette possibilité de libre arbitre que nous offre un sentier qui bifurquerait, eh bien, nous vivrions malgré tout dans une seule réalité. C'est parce que, de toute façon, même en face des bifurcations, notre cerveau nous amènerait à décider d'aller à droite plutôt qu'à gauche ou inversement, et en aucun cas notre conscience n'interviendrait nécessairement pour faire un choix, parce que ça se passerait exactement comme, par exemple, comme si vous regardiez cette figure en bas là, et vous êtes incapable de voir simultanément une jeune femme et une vieille femme. Vous pouvez voir de temps en temps une vieille femme et de temps en temps une jeune femme. Ça va ? Si vous voyez, si votre état d'esprit, si votre état de conscience, de cerveau vous amène à voir une vieille femme, vous allez tourner à droite devant une bifurcation. Si vous voyez une jeune femme, vous allez tourner à gauche. Et vous voyez bien que ça, c'est une affaire de cerveau. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez sentir le fait qu'aller à droite, ça va être simplement un a priori qui va être généré par votre cerveau qui risque de vous dire il faut aller à droite. Et donc l'univers, malgré qu'il existe potentiellement un multivers, c'est-à-dire une myriade de possibilités, capable de calculer qu'en fait, il n'y en a qu'une seule, qui est effectivement réalisée, et qui va dépendre de votre conditionnement cérébral. Et donc, on conserve une réalité unique. Sauf que cette réalité unique, elle est intéressante parce que on vient de remarquer qu'elle dépend de notre conditionnement cérébral. C'est-à-dire qu'en phase de choix, bon, ok, tout est déjà déterminé par le fait que nous avons un conditionnement cérébral. Mais il n'empêche que s'il n'y avait pas ce conditionnement cérébral, il y aurait des choix. Alors donc, j'aime bien résumer, ça c'est nouveau, je vais résumer la conférence que je vais vous faire pour que vous compreniez tout de suite, comme ça ce sera plus facile pour la suite. J'ai un deuxième slide qui va venir, qui va faire à nouveau un résumé.
C'est-à-dire qu'en 2 slides, je vais vous résumer toute la conférence, tout le sens. Non, parce qu'après, j'ai des choses difficiles à vous expliquer. Donc, il faut que vous compreniez tout le sens de la conférence maintenant. Alors, voilà les réponses, et toutes les réponses qui sont déjà données. Donc, le chemin au-delà de la brume existe-t-il déjà au niveau de la physique? La réponse est oui. Dans ce cas, pourra-t-il y avoir des bifurcations et donc des choix à faire? Oui, c'est le multivers qui nous apprend cette possibilité. Pourtant, nos choix aux bifurcations ne seront-ils pas conditionnés par notre cerveau? Oui, bien sûr. Je vous ai donné un exemple. Et donc on râle là. Mais si un multivers s'offre à nous, ne devrait-il pas subsister des choix effectués en dehors du cerveau? Ben, la réponse est oui, parce que sinon le multivers ne servirait pas à grand-chose. Et dans ce cas, ces choix peuvent-ils se faire en dehors des bifurcations? Ah, ça c'est intéressant. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce que là, je vous parle que de choix qui sont faits par un individu avec son cerveau en présence d'une bifurcation où il a la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Et je vous ai dit, le choix, il est automatique et l'univers le sait, donc il a créé le choix d'avance parce que c'est un conditionnement cérébral. Mais qu'est-ce qui vous dit que le choix ne serait pas fait en dehors des bifurcations? Qu'est-ce qui vous dit que, par exemple, le randonneur, avant de tomber sur la bifurcation, il s'arrête, il boit un coup, il se fait une séance de méditation? Est-ce que vous croyez que avant et après la séance de méditation, son cerveau sera dans le même état? Non. Et donc il se pourrait qu'il ne fasse pas le même choix, tout simplement parce que, disons qu'au moment de la bifurcation, il n'a pas le temps, il agit de manière automatique. Bon, je vais à droite, je vais à gauche, le cerveau décide, il n'a pas le temps de se poser la question. Mais disons qu'il peut très bien faire un retour sur soi en dehors des bifurcations et s'interroger sur qui il est, où est-ce qu'il a envie d'aller, etc. Et auquel cas, il pourrait être amené à faire un choix différent. Donc voilà. Et donc toute ma conférence va être d'expliquer comment ça c'est possible. C'est pour ça que je suis resté longtemps là-dessus. Et donc, la physique nous apprend qu'il existe un multivers, d'un côté, dont nous avons d'excellentes raisons de penser que ce multivers pourrait nous appartenir, parce que la raison pour laquelle il ne nous appartiendrait pas tient uniquement à un dogme d'origine mathématique. Ensuite, nous avons aussi de très bonnes raisons de penser, encore c'est les meilleures raisons, là c'est par contre tout le monde est d'accord, enfin pas tous, que notre réalité existe déjà de manière unique, tout simplement parce qu'on peut y voyager. Et il y a aussi d'autres raisons. Ce qui impliquerait que si on veut allier les deux points de vue, il faudrait que, en fait, cette espèce de tunnel invisible qui oriente nos pas à tout le reste de notre vie soit un tunnel flexible qui pourrait arborer toutes les branches cylindriques de notre arbre de vie, parce que là, l'arbre que j'ai dessiné, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un arbre à branches cylindriques qui contient une myriade de branches cylindriques qui pourraient être toutes les formes que peut prendre notre tunnel de vie lorsqu'il bouge. Et donc, après, ça pose la question de savoir, oui, mais comment est-ce qu'il fait pour bouger? Et donc là, on va prendre une autre métaphore qui consiste à dire, bon, on va dire que le tracé suivi par notre tunnel flexible, à droite, en haut à droite, c'est comme le tracé d'un GPS, hein, on oublie le cylindre, on représente ça par un simple tracé, par une simple ligne. Et le fait que notre tunnel bougerait, ce serait comme si, par exemple, un GPS changeait le parcours que nous avons à suivre pendant que nous cheminons, pendant que nous roulons dans notre voiture, et ça ne choquera personne de voir notre trajet changer parce que, par exemple, il y a un bouchon et donc le GPS nous dit d'aller plutôt par là, ou tout simplement parce que nous décidons d'aller à droite alors que la dame nous dit d'aller à gauche, parce qu'à gauche ça ne nous plaît pas, on y va quand même, et elle va quand même recalculer notre parcours. Donc
ça marche très bien. Le seul problème que pose toute cette histoire de futur déjà réalisé, qui peut changer de manière tout à fait compatible avec les lois de la physique, parce que ça s'inscrit dans un multivers, et que les changements peuvent parfaitement être gérés, tout comme on est capable de concevoir que un GPS est capable de gérer nos changements. Le seul problème que ça pose, c'est comment se font les décisions. Comment, nous, on décide de ne pas suivre la dame qui nous dit d'aller à gauche, alors que quelque chose nous dit d'aller à droite. Voilà, donc ça, et tout ce que je viens de dire précédemment, c'est ce qui résume ma conférence. Donc maintenant, vous avez tout compris, et donc maintenant, on va rentrer dans les détails. D'accord? On va commencer à pouvoir rentrer dans les... Enfin, je ne suis pas sûr. Vous avez vraiment tout compris? Donc on va commencer à rentrer dans les détails. Mais avant ça, je voulais simplement vous dire que j'ai fait une dizaine de publications scientifiques sur la théorie de l'espace-temps flexible. Théorie de l'espace-temps flexible ou théorie de la double causalité, c'est la même chose, parce qu'à partir du moment où un espace-temps est flexible et que donc vous avez un futur qui change, le fait que le futur soit déjà là et qui change, ça induit forcément une rétrocausalité, c'est-à-dire une influence du futur sur le présent. Donc double causalité ou flexibilité de l'espace-temps, ce sont des concepts synonymes. Et donc j'ai fait une dizaine de publications scientifiques là-dessus, dont 2 et bientôt 3 sont dorénavant publiées dans des revues à comité de lecture. Donc dans des revues, on va dire, en bonne et due forme, dont il y a 1 an ou 2 dans Annals of Physics, qui est quand même une grande revue de physique internationale. Et donc on n'est plus dans le cadre d'une théorie métaphysique, comme je le présentais lorsque j'ai sorti mon premier livre, La route du temps, en 2009-2010. On n'est plus dans le cadre d'une théorie métaphysique. Et d'ailleurs, depuis, j'ai été invité dans 5 colloques scientifiques pour en parler. On est dans le cadre maintenant d'une théorie scientifique, puisqu'elle a donc déjà fait l'objet de publications tout à fait sérieuses dans des revues à comité de lecture. Donc ça, je tenais à le rappeler. Donc maintenant, on va essayer de comprendre, et là, donc ça, c'est aussi ce qui est nouveau dans les conférences que je fais depuis cette année, c'est que j'ai décidé d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avant, je vous disais, le futur est déjà réalisé, je ne vous expliquais pas trop comment, parce que c'est compliqué, c'est une casse-tête épouvantable. Qui comprend la théorie de la relativité aujourd'hui? C'est difficile, ce sont des choses qui... Et donc, j'aimerais vous faire comprendre de façon extrêmement simple cette histoire de dilatation du temps qui fait qu'on en vient à conclure que notre futur est déjà réalisé. D'accord? Il faut le faire. Donc voilà, je vais tenter de le faire. Et donc, je vais prendre et je vais vous expliquer les limites de cette théorie après. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que c'est discuté, n'empêche que c'est quand même largement admis, cette histoire. Donc, le voyageur de Langevin, qu'est-ce que c'est? On prend 2 jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre, et il y en a un qui prend une fusée pour aller aux confins de l'univers. En fait, le but, c'est qu'il accélère jusqu'à une vitesse qui est le plus proche possible de celle de la lumière. Ensuite, il décélère, il fait demi-tour, il revient sur Terre en accélérant à la vitesse la plus proche possible de la lumière, et il revient sur Terre, et il se trouve que dans ce cas-là, eh bien, il est resté jeune, alors que son jumeau peut avoir vieilli. Alors il peut... Bon, mettons que son voyage a duré quelques mois, son jumeau peut avoir vieilli de quelques années, ou même être mort, ou alors il peut même être revenu dans 500 millions d'années, s'il a vraiment frisé la vitesse de la lumière. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais je vais vous l'expliquer extrêmement simplement. D'accord? C'est-à-dire que le fait d'aller très vite crée une dilatation du temps. Pourquoi? Vous prenez, vous restez sur Terre, le jumeau resté sur Terre envoie un rayon lumineux, par exemple, à une certaine distance, qui, mettons, est de 1 km, enfin on s'en fout.
et il mesure le temps parcouru par la lumière pour lui revenir. Son jumeau qui est dans la fusée, il fait exactement la même chose. Il mesure le temps que met un rayon lumineux qu'il envoie lui-même à une distance d'1 kilomètre dans la même direction, c'est-à-dire perpendiculairement à son vol. Et on va supposer qu'il y a un réflecteur aussi à 1 kilomètre, qui peut être un astéroïde, n'importe quoi, on s'en fout. Et il va mesurer le temps que met la lumière à lui revenir. Ils sont tous les deux dans un repère qu'on appelle galiléen, c'est-à-dire non accéléré, c'est-à-dire que le jumeau, il a attendu d'être entré dans la phase d'accélération, ensuite il est à vitesse constante. Donc comme de toute façon, même celui qui est resté sur Terre, il est dans un repère qui est à vitesse constante, puisque la Terre, elle se déplace aussi dans l'espace. Les situations sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que le jumeau et l'autre et son jumeau resté sur Terre vont mesurer exactement le même temps aller-retour de la lumière. On est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, maintenant vous considérez comment voit le jumeau resté sur Terre la situation de son frère qui lui fait cette mesure dans la fusée. Eh bien, pendant que le rayon lumineux parcourt 1 kilomètre pour être réfléchi, etc., pour revenir vers la fusée, elle a avancé, elle. D'accord? Elle peut avoir avancé d'un chouïa, elle peut avoir avancé énormément. Si elle a avancé à une vitesse proche de celle de la lumière, ça risque de faire un triangle, non pas obtus, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le temps, puisque la lumière, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais la vitesse de la lumière est mesurée constante partout. C'est un fait expérimental. Le principe de la relativité, c'est que la vitesse de la lumière est une constante partout, dans tous les repères. Sauf, bien sûr, si elle passe dans un milieu qui n'est pas le vide, auquel cas elle est ralentie par le milieu qui peut être semi-transparent, par exemple. Mais là, on est dans le vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lumière va mettre plus longtemps, selon le point de vue du jumeau resté sur Terre, pour revenir dans la fusée. Et à la limite, si la fusée va à une vitesse proche de celle de la lumière, on ne va même pas pouvoir faire la différence entre le trajet direct de la fusée et le trajet en triangle que parcourt le rayon, ce qui va faire que donc, cette longueur, ce temps que va prendre le rayon pour revenir peut aller jusqu'à l'infini, enfin, il peut aller très très loin. Et il peut donc engendrer une dilatation du temps extraordinaire, c'est-à-dire que le jumeau resté sur Terre va s'apercevoir que le temps est d'autant plus ralenti pour son frère qu'il va à une vitesse proche de celle de la lumière. Donc tout le monde a compris. Donc vous êtes capable d'expliquer ça demain. Bon, enfin bon. Est-ce que... Alors, un problème d'interprétation. Le jumeau revient sur Terre, il a vieilli de beaucoup plus que son frère, à la limite il revient, son frère est mort, ou il revient, la fin du monde a eu lieu, il n'y a plus d'humains sur Terre, ou quelques survivants, qu'est-ce qui se passe? Et faisons une extrapolation en disant que, oublions le fait que forcément ça va être... il est nécessaire d'avoir une technologie qui permette de résoudre le problème de l'accélération que les corps ne supporteraient pas. Tout ça, c'est de la technique. Ça existe, hein, des technologies comme ça. Et donc, disons qu'il a une super technologie qui lui permette de voyager, non pas en quelques mois, mais simplement en quelques secondes. Donc, ça veut dire que... Alors, on a le droit de faire ce genre de parabole, parce que les équations sont là. Rien ne n'interdit, au niveau théorique, le fait de faire un voyage de quelques secondes et de revenir après la fin du monde. Rien ne l'interdit. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que celui qui fait ça, il a fait un voyage dans le futur? Ou est-ce que ça veut dire que il a vécu un temps tellement ralenti qu'il a vécu une création accélérée de l'univers? C'est-à-dire que quand il va revenir sur Terre, eh bien, effectivement, son jumeau sera mort,
mais bon, il n'aura pas vécu, il n'aura pas eu la sensation qu'il a fallu des centaines, voire des milliers d'années. Il n'aura pas eu la sensation que pendant les quelques secondes de son voyage, eh bien, la création a avancé de quelques centaines de milliers d'années. C'est une version qu'on doit considérer. C'est une version qu'on doit considérer et que je vous cite parce qu'elle est considérée par certains physiciens. D'accord? Sinon, je ne vous en parlerai pas. Le problème avec ça, avec cette version, c'est-à-dire il n'y a pas de voyage dans le temps, mais il y a simplement un court-circuit de la création de l'univers, c'est que ça suppose qu'il existe une création de l'univers. Ça veut dire que ça suppose qu'il existe un front du présent, après lequel rien n'est créé, et avant lequel tout est créé. Ça suppose qu'il existe un présent, puisque l'idée de la création de l'accéléré de l'univers, c'est de dire qu'il existe bien un temps, et que le jumeau, il ne voyage pas, il vit simplement un temps ralenti. Devant lui, là où il se trouve, l'univers est en train de se créer. Quand il revient, l'univers est toujours en train de se créer, il revient au même moment. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le jumeau est parti, il a vécu une dilatation du temps, mais il revient au même moment. Tandis que dans l'autre cas, il ne revient pas au même moment, d'accord? Ça voudrait dire, dans ce deuxième cas, qu'il existe un temps créateur. Ça voudrait dire qu'on pourrait mettre d'accord tout le monde sur ce que c'est que le présent. On pourrait mettre d'accord tout le monde sur l'idée de l'existence d'un temps présent, et qu'après c'est le futur parce qu'il n'y a rien, et qu'avant c'est le passé parce que c'est déjà créé. Or, ça ne marche pas. Donc il ne reste plus que le voyage dans le futur. Ça va? Non mais j'ai eu raison de vous le faire, au moins d'avoir essayé. Rassurez-moi. Ah oui, mais bon, ce sont des choses, je voulais juste, je me dis, non mais je fais des conférences, je dis toujours la même chose, et j'explique pas. Bon ben il y a un moment donné, il faut que j'essaye d'expliquer. D'accord? Et là, je vous jure, j'essaie d'expliquer vraiment de la manière la plus... Pour ne pas me croire sur parole, vous pouvez suivre les autres physiciens. On est beaucoup en France à écrire des livres sur le temps où on explique que le futur est déjà réalisé. Les plus importants. Il y a Marc Léachiézeret, directeur de recherche au CNRS, qui n'arrête pas de faire des conférences là-dessus. Il y a Thibaut Damour, notre grand physicien quasi nobelisable, qui a reçu la médaille d'or du CNRS en tant que co-découvreur des ondes gravitationnelles, qui est sur cette théorie-là, cette théorie de l'univers bloc. Et bien d'autres, et même à l'étranger, même les anglo-saxons savent se rendre compte que la théorie de l'univers bloc, c'est quand même la meilleure. Et donc, évidemment, il y a des physiciens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils voient là-dedans l'inexistence du temps et le fait que le temps n'a plus aucun sens. Et alors, en plus, non seulement il nous prive de notre libre arbitre, mais en plus, on ne comprend pas pourquoi le temps existe. Voilà. Donc, il est normal que des physiciens ne soient pas d'accord, mais j'ai déjà commencé à vous expliquer qu'on peut très bien maintenir notre libre arbitre et maintenir le sens du temps, malgré l'univers bloc. D'accord? Et je continue, et comme je me doutais que ça n'allait pas forcément bien passer, vous ne voulez pas comprendre les choses, je vous les aligne en force. Donc il existe 14 arguments au moins, dont 7 physiques, des arguments durs, plus je rajoute les non physiques. J'ai mis en rouge les arguments qui m'ont personnellement vraiment suffi. Les autres, je ne les connaissais pas forcément ou je ne leur faisais pas confiance. Il ne m'a suffi que de 4 arguments pour en déduire que notre espace-temps était flexible. Non seulement que le futur était déjà réalisé, j'ai été obligé de l'admettre parce que l'impossibilité d'une chronologie, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose, je veux dire, c'est complètement rationnel, on ne peut pas se défaire de ça. On ne peut pas s'en défaire. Et la théorie de l'univers bloc, c'est la théorie, franchement, qui est totalement compatible avec la relativité générale et toutes les mesures. Il existe 2 théories qui sont hyper confirmées par la science. C'est la théorie de la relativité
générale et restreinte, et la théorie quantique. Là, je ne vous embête pas dans la théorie quantique, mais la théorie quantique n'est pas forcément incompatible avec la théorie de l'univers bloc si on admet le multivers. Donc il faut prendre ce qui marche. Et en plus de ça, mon expérience personnelle, mes travaux personnels, mes travaux sur le chaos anciennement, sur le billard plus récemment, mais ça revient même parce que le billard est chaotique, m'ont appris, et ça mes collègues physiciens ne l'ont pas encore bien compris, mais bon, là-dessus je suis un petit peu plus spécialisé parce que je suis, on va dire, un physicien de l'information qui passe sa vie à faire des calculs sur ordinateur, mais ce que n'en font pas forcément d'autres, et du coup ils n'ont pas cette expérience de la perte d'informations dans les interactions, qui est quelque chose de fondamental et délicat. Et cette perte de l'information dans les interactions me démontre qu'il est impossible que le futur se crée à partir du présent. Voilà. C'est juste impossible. On n'a pas d'informations suffisantes qui viennent du passé pour créer le futur. Il faut que le futur soit déjà là, en quelque sorte. Donc ces arguments-là m'ont fait écrire La Route du Temps. Après avoir écrit La Route du Temps, je me suis aperçu qu'il y avait bien d'autres arguments. Il y a la symétrie temporelle dans les équations de la physique. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, je vous le fais rapide. Il y a ce qu'on appelle la rétrocausalité quantique, qui est juste une rétrocausalité apparente au niveau quantique. La rétrocausalité, on va dire, elle est réelle, mais ça peut être une illusion, parce qu'en fait, il n'existe pas de temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a ni causalité, ni rétrocausalité. Par contre, au niveau macroscopique, il y a forcément une rétrocausalité, parce que le futur peut se créer avant le présent. Il faut bien comprendre que les événements du futur peuvent se créer avant le présent au niveau macroscopique, même s'ils se créent simultanément au niveau quantique. Et donc, il y a une rétrocausalité qui vient du fait qu'il ne faut pas considérer le temps comme le vecteur de la création. Le besoin de conditions finales en physique, bon ça je ne fais que le dire, mais je ne vais pas le développer, et le fait que nous vivons dans un univers d'information qui vaut mieux, si on veut comprendre la réalité, il vaut mieux se dire que finalement nous vivons dans une réalité qui correspond à un flux descendant d'informations qui nous viennent du futur. Mais ça vous comprendrez après. Pour ceux qui s'intéressent, donc les physiciens ne vont pas en dehors de la science pour essayer de trouver des sources d'inspiration pour savoir mais de quoi peut bien être fait la réalité. C'est un grand tort. Moi-même, j'ai vécu ce formatage pendant très longtemps. Hein. Je ne pouvais pas approcher un rayon ésotérique de librairie de moins de quelques mètres. Bon, mais on finit par s'y mettre quand on voit qu'il y a quand même des informations à pêcher au sein de quelque chose qui sent mauvais. Bon. Donc après, on fouille, et puis après, j'ai été sollicité, etc. Aujourd'hui, je sais que le phénomène qu'on appelle pan-ovni et rentemplant est totalement réel à 100%. C'est le plus indiscutable de tous les phénomènes qui ont été observés qu'avec un moindre degré que les expériences de mort imminente et que les expériences de sortie du corps sont réelles. Bon, là, on arrive un petit peu moins à les objectiver, mais quand même, il y a tellement grande quantité, je veux dire des millions, des dizaines de millions de témoignages qu'on ne peut pas les ignorer, que d'ailleurs tout ça c'est étudié scientifiquement aujourd'hui par pas mal de médecins, que les perceptions extrasensorielles et les prémonitions sont des phénomènes qui sont avérés et qui ont fait l'objet de publications dans des comités de lecture qui ont été étudiés par la NASA, qui sont publiés dans des revues scientifiques, etc. Et s'ajoute à ça tout ce qu'on peut contester, qui nous provient des états de conscience modifiés, de la transe, du chamanisme, etc., où il semblerait qu'on pourrait avoir des souvenirs du futur en travaillant un petit peu avec nos rêves, par exemple, et les guérisons spontanées, certains types de guérisons spontanées correspondraient à un choix, finalement, de rester vivant, et en fait, tout ça, ça nous dit que le temps n'existe pas et que le futur est déjà réalisé et que dans certains cas, on peut voir dans le futur. Et que ça ne marche pas tout le temps parce qu'effectivement, si le futur change, on va se tromper. Raison pour laquelle il faut faire attention aux voyances, évidemment. Pourquoi
malgré tout ça, la science refuse-t-elle donc les phénomènes non physiques? Et donc pourquoi est-ce que la science, ce que la science produit de meilleur, c'est résumé dans ces deux BD que je vous conseille, qui sont super. Celle qui vient de sortir là, de Laurent Schaeffer, qui s'appelle Quantix, la physique quantique et la relativité en bande dessinée, et le mystère du monde quantique, par Thibaut Damour. Ces deux BD, je vous conseille de les acheter, de vous les procurer si vous vous intéressez à la science. C'est les meilleures vulgarisations en bande dessinée que je connais à ce jour. Vous avez tout là-dedans. Le seul truc, vous avez tout, les choses bien plus incroyables que tout ce que je vous raconte, y compris le phénomène d'intrication, etc. Il manque juste le futur déjà réalisé. Parce que ça, ils n'osent pas, parce qu'ils savent que, les scientifiques savent que si on ouvre la porte, on ouvre cette porte-là, ben, il y a tout le reste qui débarque. Pourquoi la science refuse donc? Parce qu'on est sur 10 croyances persistantes, je ne vais pas insister, j'en ai parlé déjà il y a 3 ans à Roman. On est des prisonniers. On est des prisonniers par notre éducation, à cause de la sphère politico-médiatique. Donc voilà, il est faux de croire que le libre arbitre ou l'âme sont des illusions, de croire que la conscience est le produit du cerveau, que nous sommes des machines biologiques, que la nature est sans but et sans finalité, que l'évolution est due au hasard des mutations, que le futur est exclusivement le résultat du passé, c'est faux, que le passé ne peut pas être modifié, que la réalité est indépendante de nos états de conscience. C'est le plus grave de nous faire croire ça. Ça, c'est la meilleure façon de nous réduire en esclavage. Vous êtes des esclaves parce que vous acceptez de penser ça. Parce que vous acceptez de vous mettre minable par quelqu'un qui va se montrer supérieur à vous parce qu'il va se moquer de vous parce que vous pensez ça. C'est con, hein, c'est vraiment débile. Et évidemment, tout l'inexplicable qui pourrait remettre en question ça relève de l'illusion ou du hasard. Donc quand même, réveillez-vous. Tout ça, ce sont des conneries. Donc il faut arrêter. Et on sait pourquoi ce sont des conneries. Parce que la physique, depuis des décennies, nous démontre le phénomène de non-localité, qui implique qu'il existe obligatoirement une coordination non locale, avec apport d'informations, non pas à l'intérieur de l'espace-temps, mais depuis l'extérieur de l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle le hasard quantique. On pourrait presque voir là la définition de l'existence de l'âme. Parce qu'il est démontré ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique et aujourd'hui macroscopique. Et cet indéterminisme, évidemment, nous ramène la possibilité du libre arbitre. Parce qu'il est largement démontré que notre futur est déjà là, c'est ce que je viens de passer mon temps à vous expliquer, que par conséquent, si le futur contient déjà des informations, il faut forcément en tenir compte, et donc la causalité a besoin de sa sœur jumelle, la rétrocausalité. Et donc nous ne pouvons pas donc être des machines, parce qu'une machine, c'est quelque chose qui fonctionne exclusivement à partir du passé et des instructions qui permettent de connaître exactement comment elle va évoluer à partir de ce qui est arrivé avant. On ne peut donc pas être des machines, et la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, tout simplement parce que cette idée vient du fait que nous sommes faits de matière, et que, par conséquent, la conscience vient des interactions entre la matière. Personne n'a jamais expliqué comment. Et en plus, on sait que le vide n'est pas vide, et qu'il faut aussi tenir compte des interactions avec le vide. Si vous lisez ce bouquin quantique, il vous dira même que la matière n'existe pas, et qu'elle est créée par le vide, et que c'est ce qui crée la masse des particules. Donc, il est temps de se réveiller. Et ce qui fait aussi que les physiciens ont du mal à rentrer dans ce nouveau paradigme, c'est que ça oblige à admettre que la réalité sous forme d'espace, de temps et de matière n'existe pas. Matrix, par exemple, ou la caverne de Platon. Platon l'avait compris déjà il y a plusieurs millénaires. Les réalisateurs de Matrix nous ont ressorti une nouvelle version de la caverne de Platon. Et en fait, il faut tenir compte de ça. La seule chose qui existe, c'est nos perceptions. La seule chose qui existe,
c'est que nous sommes plongés dans un flux d'informations qui nous donne l'impression qu'il existe de la matière organisée dans l'espace selon un temps qui s'écoule. Or, l'espace, lorsqu'on analyse physiquement, on s'aperçoit qu'il est non local. Il n'y a pas de localité, ça n'existe pas. Des choses peuvent être présentes partout à la fois, ou même un objet peut avoir une existence locale et une partie de cet objet peut se trouver à des milliards d'années-lumière, parce que les deux sont intriqués, tout se passe comme si c'était le même objet. Comment vous voulez comprendre ça, si vous croyez dans l'espace? En plus, l'espace est déformable, il n'existe pas d'espace de référence à l'intérieur duquel on pourrait visualiser cet espace-là. Non, ça n'existe pas. L'espace, il est déformé, il est troué, il y a des trous noirs, il existe une plus petite grandeur, une plus petite distance, en dessous de laquelle il n'existe pas d'espace. Comment vous voulez concevoir cette affaire-là, à moins de dire que tout se passe comme si nous étions à l'intérieur d'une réalité virtuelle projetée sur un écran de télévision. Bon, ben là, bien sûr, c'est une image qui ne convient pas, mais c'est une vulgarisation un peu trop tordue. Mais c'est vrai qu'en dessous de 10 puissance moins 35 mètres, la distance n'a aucun sens. Et en plus, l'espace vibre, le rien vibre, le vide vibre. Ce qui ne contient pas de matière vibre. Donc ça contient de l'information, déjà, ça c'est une preuve. Ça a été démontré récemment. Donc il faut remettre en question tout ça. D'accord ? L'espace ne peut pas exister tel que nous le concevons. La matière, c'est pareil, 99,99% de vide. Après, on n'arrive plus à zoomer. Mais si on modélise ça, on s'aperçoit qu'il y a encore du vide. Et finalement, ça se réduit à des vibrations, comme par exemple les vibrations dans la théorie des cordes. Et la réalité, en plus, n'est pas composée de choses qui existent quelque part dans l'espace, mais uniquement de superpositions de probabilités d'exister. D'accord ? Avant de parler de VIE, je vais quand même vous donner un exemple intéressant qui m'a été inspiré par ce livre, parce que ce livre divulgue à la page 133 quelque chose que je pense depuis très longtemps, mais dont je n'osais pas parler en conférence. C'est le fait que l'existence de l'intrication d'objets qui peuvent être séparés par des milliards d'années-lumière, par exemple, c'est quelque chose qui peut avoir une incidence très importante à l'échelle macroscopique. Aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que le quantique a une incidence importante à l'échelle macroscopique. Enfin, le quantique devient de plus en plus macroscopique. Alors, il donne un exemple là-dedans où il fait appel à donc une partie de notre civilisation, donc un groupe de jeunes par exemple, et une partie d'une civilisation extraterrestre qui se trouverait aux confins de l'univers. Et ils essaient de montrer dans leur scénario comment leur comportement serait intriqué. Bon, bien sûr, c'est pour rigoler. J'ai envie de le faire d'une autre manière. J'ai envie de le faire d'une manière un petit peu plus, je dirais pas rationnelle, mais un petit peu plus logique, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, à part l'idée qu'on a le droit de penser ça, après tout, et on ne comprend pas bien pourquoi vraiment ces extraterrestres-là, aux formes bizarres, seraient intégrés à nous. Donc je vais essayer de vous faire comprendre d'une autre façon. Imaginez que nous, les terriens, ne descendions pas tout à fait du singe, mais que nous avons été trafiqués, par exemple. Hein, ça, c'est des théories que même certains scientifiques envisagent. Ou que, même si on n'a pas été trafiqué par d'autres intelligences, on a subi l'influence de facteurs qui viennent des confins de l'espace-temps à cause des météorites qui débarquent sur Terre et qui pourraient engendrer des mutations si jamais ils transforment un matériau biologique. En fait, moi je ne cherche pas du tout à prendre position là-dessus, hein, sur la manière dont ça, loin de moi, mais c'est juste pour, comme ça, c'est juste pour vous faire comprendre cette histoire d'intrication. En gros, imaginez que, volontairement ou pas,
une civilisation extraterrestre parce qu'elle a laissé traîner je ne sais quoi, ou parce que tout simplement elle a voulu influer volontairement sur notre évolution, ça, on n'en sait rien, je ne veux pas savoir. Es-tu donc une influence sur notre évolution? Mais que cette influence sur cette évolution, finalement, elle est restée dormante, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle se révèle parce que, par exemple, nous devenons incapables de gérer les problèmes qui existent sur notre planète du fait du réchauffement climatique. Nous avons comme une espèce de bug dans le cerveau. Enfin, Aurélien Barraud le dit mieux que moi. Hein. Nous avons comme une espèce d'incapacité d'agir. Enfin, c'est au niveau politique. Mais bon, il n'y a pas non plus tellement de manifestations. Nous avons comme une espèce d'incapacité d'agir. Bon, ben voilà, on est un peu des tarés, quoi, parce qu'on ne sait pas quoi faire devant le problème climatique. Et que quelqu'un est taré, on dit ça vient des gènes. Donc il y a eu un problème, il y a eu un gène qui a pas, ou qui a fait effet, mais il n'a pas tourné dans le bon sens. Imaginez que ce soit quelque chose qui est de l'ordre du matériel génétique qui nous vient de cette civilisation-là, qui est peut-être de l'autre côté de la Voie lactée. Ben, l'intrication, ça voudrait dire que le drame que nous vivons aujourd'hui serait corrélé avec un drame que vivrait cette civilisation. Parce qu'en révélant qu'une certaine information, finalement, a un effet bloquant, ben, chez eux, la même information qui se retrouverait intriquée aurait un effet bloquant et leur civilisation dégénérerait au même type que la nôtre. C'était juste un exemple, mais c'était pour vous faire comprendre que nous vivons dans un univers, dans un monde qui est infiniment plus subtil que tout ce qu'on peut imaginer, et que, après tout, la meilleure façon de le résumer, c'est de dire que nous sommes tous reliés. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se rappeler, parce qu'il existe des raisons objectives de penser ça. Bon, pour les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, bien sûr, et il existe des causes objectives, bien entendu, on ne connaît pas tous les détails, on n'a pas vérifié, etc., comment ça passe à l'échelle macroscopique. N'empêche qu'aujourd'hui, on est capable d'intriquer des objets de taille macroscopique comme des gros cristaux, par exemple. Donc, ça fait réfléchir. Et là, par quoi remplacer l'espace, le temps et la matière, puisqu'ils n'existent plus? Eh bien, tout simplement, on peut les remplacer par des notions beaucoup plus objectives, puisque les physiciens ne travaillent qu'avec ça. On peut remplacer le temps, l'espace et la matière par les vibrations, les informations et l'énergie. Les vibrations, c'est essentiellement ce qu'on détecte en physique. Les informations, c'est exactement ce qu'on mesure. Et l'énergie, c'est également la mesure de l'amplitude de toutes les manifestations. Ça, c'est de l'objectif. Et pour vous en souvenir, vibration V, information I, énergie E. Tout est V-I-E. Voilà. Les vibrations remplacent allègrement le temps. Bon, là, je fais un raccourci, hein, c'est simpliste. Les informations remplacent allègrement l'espace. Et l'énergie, on peut remplacer la matière. La matière, on sait déjà que c'est de l'énergie. Donc, il ne reste plus qu'à régler la question du temps. Et sur la question du temps, après, on va pouvoir passer à des choses qui nous intéressent, nous, à notre échelle humaine. Ce qu'il faut se rappeler sur la question du temps, c'est que donc, le temps n'existe pas. Le passé, le présent et le futur sont simultanés. Le passé existe encore et le futur est déjà là. Le passé pourrait être instable, donc ne me croyez pas sur parole, lisez cette dernière BD par exemple, bon, mais c'est quand même assez connu. Le futur devrait influencer le présent, il ne s'agit pas de rétrocausalité quantique, il s'agit de rétrocausalité réelle, parce que si au niveau quantique le temps n'existe pas, et donc la rétrocausalité peut être discutable, au niveau classique, c'est-à-dire à notre échelle humaine, il est un fait que certains événements du futur peuvent se créer, à partir du moment où ils se créent, je veux dire, certains événements peuvent se créer et on n'a pas eu le temps d'y réagir, et pourtant on va en dépendre, et donc il y a une influence inévitable de ces événements sur le présent.
Donc la réalité ne se créerait pas dans le temps, mais d'une autre manière. Bon, ben ça, c'est bien compris par notre grand physicien Carlo Rovelli, c'est lui-même qui le dit, et qui envisage d'autres temps, d'autres dimensions de temps, tout comme moi. Et de quelle manière est-ce que la réalité pourrait se créer? Dans quelle mesure notre conscience est concernée? Et là, on va rentrer... Ah, pas encore, hein, juste encore un petit peu. On va rentrer, mais je vais vous le faire un petit peu plus court, parce que là, je crois que j'ai parlé depuis... Ouais, je ne vais pas trop tarder là-dessus, parce que j'ai un peu tardé sur le début. Donc, pour mieux comprendre le temps, on peut aussi... j'ai fait plusieurs conférences où j'ai expliqué cette épaisseur de temps. On peut arriver à comprendre que finalement le temps est lié à la conscience en disant que tout simplement la conscience correspond à une certaine épaisseur de temps. Imaginez le temps présent, si vous n'aviez pas une certaine épaisseur de temps qui permet de dire ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est un événement, eh bien un événement, ça a besoin d'une certaine épaisseur de temps. Si vous essayez de réduire cet événement à rien, c'est-à-dire un point dans le temps, il n'y a plus d'information. Parce que vous, à force de diminuer l'épaisseur de ce temps, vous réduisez l'information et donc il n'y a plus d'information dans la conscience. La conscience correspond nécessairement à une certaine épaisseur de temps. Je ne vais pas vous le faire totalement comme je le fais d'habitude, je vais simplement dire que c'est le cerveau qui crée l'illusion du temps séquentiel, c'est le cerveau qui nous donne la sensation que le futur n'est pas encore là et que le passé terminé. En réalité, le passé est toujours là et le futur est déjà là. C'est le cerveau qui nous donne l'impression que c'est pas vrai et qu'il y a un curseur de temps séquentiel, parce que la conscience, elle est capable non seulement, non pas d'anticiper, mais de voir le futur immédiat. Tout comme elle est capable de se souvenir, mais pour elle, c'est comme si elle le voyait dans l'instant présent, qui a une certaine épaisseur. Et cette épaisseur de temps, c'est quelque chose qui est caractéristique de tout ce qui est conscient dans l'univers. Ça peut varier. Si vous regardez des plantes grimpantes, cette épaisseur de temps, elle peut se prendre un facteur 2000. Si vous dilatez, ou plutôt vous compressez le temps d'un film que vous avez fait d'une plante grimpante en croissance, vous allez voir qu'en dilatant ça d'un facteur 2 ou 3000, votre plante grimpante, elle ressemble à un animal. Si vous faites ça, la même chose pour la Terre, mais avec un facteur 1 million, vous allez vous apercevoir que la Terre ressemble exactement à un être vivant. D'accord? Et que la Terre a aussi une conscience. C'est-à-dire que finalement, c'est que juste une question, la conscience serait partout dans l'univers, tout serait conscient, mais on n'en a pas l'impression parce que on conçoit la conscience à notre échelle de conscience, c'est-à-dire dans notre épaisseur de temps. Mais si on fait varier l'épaisseur de temps de tous les phénomènes de l'univers en relation avec leur capacité d'influer sur leur entourage, même les pierres pourraient avoir une conscience. Voilà, donc ça c'est parce que je voulais passer vite. Et d'ailleurs, donc ce que je voulais en conclure, c'est que c'est ce qui fournit la réponse à la question que je vous posais tout à l'heure, mais je vais encore le développer après. C'est-à-dire qu'on s'est demandé dans mon premier slide, mais qu'est-ce qui faisait les choix? Est-ce qu'on a conclu qu'il y avait forcément quelque chose qui faisait les choix en dehors du cerveau? Parce que sinon, on ne pourrait pas expliquer le fait que nous vivons dans un multivers et notre réalité serait un univers totalement unique. Eh bien, ce qui fait les choix, grâce à son épaisseur de temps, c'est la conscience. Là, je représentais un gros cercle vert. La conscience, elle détecte l'existence de deux bifurcations. Alors que si nous étions des machines biologiques, on ne détecterait pas ça et le chemin serait tracé automatiquement. Il n'y aurait jamais de choix. Et la physique du billard, la physique même du billard, le billard qu'on utilise souvent pour dire que tout est mécanique, c'est complètement faux. C'est le contraire. Et la grande majorité des physiciens n'a pas encore compris ça. Le billard n'est pas quelque chose de mécanique. Le billard fonctionne pendant un certain temps, de manière déterministe, et tous les chocs sont bien déterminés, mais à partir d'un certain moment, les histoires sont complètement chamboulées, et on peut même calculer qu'il existe un multivers pour le billard, aussi bien que pour notre réalité, et on peut même en déduire, et ça je l'ai publié dans une revue scientifique à comité de lecture, Annals of Physics, pas n'importe
par n'importe quelle publication, qu'il faut rajouter 6 dimensions à notre espace-temps pour expliquer dans quel univers on vit. Il faut rajouter 3 dimensions pour choisir le chemin et 3 dimensions pour choisir la destination. Et comme par hasard, la physique la plus élaborée qui essaye d'unifier les lois de la physique, qui s'appelle la théorie des cordes, qui est la théorie qui pendant des décennies, elle est contestée, mais pendant des décennies, elle est encore toujours reconnue, partiellement aujourd'hui, grâce à sa puissance, son lien avec la théorie aussi holographique de Mandakena. Donc elle n'a pas fini d'émerveiller les physiciens. Et bien cette théorie des cordes rajoute 6 dimensions à l'espace-temps. Et ces dimensions sont vibratoires. Et moi je ne suis pas capable d'expliquer que les 6 dimensions que j'ai besoin de rajouter sont vibratoires, mais je suis capable d'expliquer qu'elles se décomposent en 2 parties. Une partie à 3 dimensions qui permet de choisir le chemin, une partie à 3 dimensions qui permet de choisir la destination. La théorie des cordes décompose également ces 6 dimensions additionnelles en 2 fois 3 dimensions. Donc il y a quand même, si on dit les 2 sont vrais, ça veut dire que nous faisons nos choix de manière vibratoire et que notre être, mais ça je vais y venir tout à l'heure, fait également ses choix de manière vibratoire. Et souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure que tout est vibration. Donc, la meilleure... Voilà, et donc, voilà, maintenant on a les éléments mathématiques, on a les éléments physiques qui nous permettent de comprendre ce qui fait bouger ce fameux tunnel de vie qui oriente nos pas pendant tout le reste de notre vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un destin. Si on fige toutes les consciences de l'univers, si nos états de conscience ne varient pas, il n'y a strictement aucune raison que ce destin change. Et c'est pareil pour vous. Si par contre, nos états de conscience changent, eh bien nos états de conscience vibratoires vont avoir une influence sur les 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps qui correspondent à ce qu'on appelle un océan de gravité quantique, parce que ce qu'on appelle la gravité quantique, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est ce qui se passe dans l'infiniment petit, joue exactement le même rôle que les 6 dimensions additionnelles. D'ailleurs, la gravité quantique, c'est une théorie qui est... La théorie des cordes est aussi une théorie de gravité quantique. Hein, c'est-à-dire que les 6 dimensions supplémentaires de la théorie des cordes sont déjà liées à la gravité quantique. Et moi, j'ai déjà localisé le fait que les 6 dimensions supplémentaires que je déduis de mes calculs de milliards sont aussi liées à la gravité quantique. Donc on est sur des choses très analogues. Ce qui me fait dire à 99%, bien que je ne l'ai pas démontré, parce qu'on est dans quelque chose d'analogique, donc on va dire que c'est subjectif, que la conscience est un phénomène vibratoire qui opère à 2 niveaux, d'une part dans le présent pour assurer nos choix, et d'autre part dans le futur, selon notre être. Et donc c'est ce que je vais développer maintenant. Il est acquis, donc, je l'ai peut-être un peu dit rapidement, c'est en tout cas le modèle que je vous propose, que notre conscience est un système de navigation dans le multivers de potentialités réalisables. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui fait bouger? Qu'est-ce qui détermine notre futur? Voilà, maintenant on va passer à des choses qui nous intéressent, nous, individuellement. À partir du moment où nous avons un futur déjà déterminé, il est normal de penser que ce futur va correspondre à nos intentions, parce que nous n'avons pas l'habitude de ne pas réaliser nos intentions. Vous êtes d'accord? La plupart du temps, on arrive à réaliser ses intentions. La plupart du temps, lorsqu'on est raisonnable, même parfois lorsqu'on est déraisonnable, on arrive à réaliser ses intentions. N'empêche que, est-ce que ça veut dire que ce sont nos intentions qui ont fait plier le tunnel de vie pour l'aligner à ses intentions, ou est-ce que c'est ce tunnel, sa position dans le futur, qui a généré nos intentions? On n'en sait rien. D'accord? On sait très bien qu'il existe un conditionnement de notre cerveau, c'est-à-dire de notre physique, et aussi un conditionnement sociétal,
l'ego, le mental, l'émotionnel, etc., qui finalement nous transforme peu ou prou en robots. À partir de là, on peut très bien imaginer que nos intentions sont comme des souvenirs du futur. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire « Ouais, ça y est, j'ai un nouveau projet, j'ai envie de faire ça, ça y est, j'ai décidé, mais d'où ça vient? Mais j'ai décidé, c'est mon libre arbitre, etc. » Mais en fait, son futur était déjà là, et simplement, au fur et à mesure où il s'en est rapproché, ben voilà, il a reçu les informations, et puis paf, l'idée lui est venue. D'accord? Bon. On est dans un risque d'illusion. Mais il n'empêche que je vous ai expliqué tout à l'heure que ce tunnel a tout à fait la capacité de bouger. Alors notre tunnel de vie peut bouger parce que nous, on est conditionnés, mais d'autres ne le sont pas. Et donc il va bouger à cause des autres. Mais bon, alors parlons de ceux qui ont réussi à faire bouger le leur. À un moment donné, ça bouge. Donc remontons à la source de ce qui fait qu'il y en a qui ont réussi à faire bouger leur destin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à faire bouger leur destin. Comment est-ce qu'ils ont fait? Surtout pas en allant chercher une intention qu'aurait généré leur cerveau, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le cerveau est absolument incapable de créer des bifurcations. D'accord? Le cerveau ne peut créer que de fausses bifurcations qui n'en sont pas. Le libre arbitre du cerveau est forcément illusoire. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, au premier slide de ma conférence, qu'il doit exister un libre arbitre authentique. Donc, à ce moment-là, on est obligé de supposer que l'information que cette personne qui s'est souvenue de son futur correspond à un futur nouveau. D'accord? Correspond à un futur qui n'était pas programmé. Où est-ce qu'elle est allée le chercher? C'est-à-dire qu'il y avait une potentialité que ce nouveau futur puisse remplacer un ancien, mais il fallait, pour que cette potentialité se réalise et qu'il y ait un mouvement de son futur ait lieu, il fallait qu'elle le capte. Parce que si elle ne le capte pas, ben elle va continuer de réaliser son ancien futur. Si elle le capte, eh bien le cerveau va s'en emparer, et à ce moment-là, toujours le cerveau, va dessiner le nouveau trajet. C'est-à-dire que c'est toujours le cerveau qui décide de ce qu'on va faire, qui dessine notre destin. C'est toujours le cerveau, c'est toujours notre être physique, biologique, qui est programmé comme un robot. Mais à certains moments, nous sommes capables de percevoir des informations du futur qui vont agir comme de nouvelles intentions qui vont changer notre avenir. J'ai passé toute ma conférence à essayer de vous faire germer cette idée. Ça veut dire que donc, il faut aller les chercher quelque part de précis. Bon, quelque part de précis, c'est quoi? C'est retour sur soi. Parce que qu'est-ce que c'est que ce futur? Ce futur, c'est qui nous allons être et que nous sommes déjà. Quand quelqu'un est mort, on dit il a été ceci, cela, etc. Sa vie sert à dire qui il est. Notre vie future doit servir autant à dire, et même elle doit servir à dire encore plus que notre vie présente, qui nous sommes réellement. C'est en nous réalisant que nous montrons aux autres qui nous sommes vraiment. Donc, ce futur qui existe déjà et qui est susceptible de notre renvoyer des informations qui peuvent nous modifier, ça correspond à ce que j'appelle notre soi, c'est-à-dire notre identité profonde, ce qui va rester de nous lorsque nous serons morts. Donc on va l'appeler le soi, on va appeler le soi ce qui correspond à notre état d'être, on va dire, avant notre mort, l'homme réalisé qui aura terminé sa vie et fait tout ce qu'il a fait. Je vous ai expliqué que cette intention que nous avons captée, il faut que le cerveau s'en empare pour qu'elle devienne excitée. Elle cause alors des effets dans le présent, puisque si vous introduisez, bon là je ne l'ai pas bien dessiné, mais si vous introduisez une nouvelle potentialité qui va concurrencer un futur ancien qui était là préalablement, il va bien falloir qu'il se branche. Il va bien falloir qu'à un moment donné, au lieu de continuer vers l'ancienne voie, on aille vers la nouvelle. Et c'est la fonction des hasards. La fonction du hasard est de nous permettre de commuter. Au lieu d'aller à gauche, nous allons à droite. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention. Il faut avoir la capacité de la conscience qui nous permet de reconnaître des bifurcations. Et c'est là qu'on a besoin d'une boussole.
On sait que on a déjà des guides naturels, et d'ailleurs de grands philosophes, et que les physiciens apprécient beaucoup. Un grand philosophe comme Spinoza a considéré que la joie et l'amour étaient les émotions qu'il mettait au-dessus de tout. Ce sont des valeurs qu'il met au-dessus de la pensée. Il considère que c'est le désir, la joie et l'amour qui gouvernent tout, et que les pensées sont secondaires. Les pensées sont capables de se mettre au service. Ça paraît un peu logique. Ce qui nous rend heureux va, en quelque sorte, ordonner au cerveau de faire en sorte que ça se reproduise. C'est la logique. À ce moment-là, nos guides naturels seraient la joie, qui peut s'exprimer de différentes façons. S'agissant de récupérer des informations pour savoir où aller, il s'agit soit de l'intuition, si c'est le mental qui récupère l'information, soit de la foi, si c'est l'émotionnel qui récupère l'information. Si c'est l'émotionnel, il n'est pas capable de dire pourquoi. Si c'est l'intuition, vous avez une idée de pourquoi. L'intuition et la foi apportent ce bonheur, apportent cette joie. Et on sait que de toute façon, il faut aller chercher quelque chose qui est de cet ordre-là, parce que toute autre information qui nous viendrait du mental serait en dehors du coup, en dehors de cause. C'est-à-dire que le cerveau calcule forcément ses choix. Tout ce qui vient du cerveau ne peut que nous induire en erreur. Donc, la foi, l'intuition, la joie que ça nous amène, l'amour qui accompagne la joie. Selon Spinoza, l'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, mais il n'y a pas tellement de différence, sont nos guides suspectés, potentiels, pour éviter d'utiliser un cerveau qui va nous tromper, de manière à nous guider devant les choix à faire, mais pour que des choix se présentent, il faut augmenter l'épaisseur de notre présent. C'est-à-dire il faut augmenter notre attention, c'est-à-dire qu'il faut augmenter notre conscience. Notre conscience, c'est l'épaisseur de notre temps, d'où l'importance fondamentale du temps présent, et tout le livre de développement personnel, même de développement extra-personnel, transpersonnel, vous apprennent l'importance du temps présent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à vivre dans le futur, ni dans le passé, il faut chercher à augmenter son attention du temps présent, et à ce moment-là, automatiquement, la joie, la foi, l'intuition vont nous dire ce qu'on a à faire. Rien d'autre. Et à ce moment-là, je généralise, on peut comprendre comment l'espace-temps évolue. Parce que ça, là, je vous ai parlé d'une vie, bon là, je généralise peut-être un peu vite, je vous ai montré que, ce faisant, on est capable de modifier notre futur. Ben donc, on est capable de modifier notre futur commun, communautaire. Donc, on est capable de modifier l'avenir de notre planète. Et donc, on est capable de modifier l'espace-temps. Je vous fais grâce sur le fait que le passé peut être légèrement modifié, lui aussi, au passage. Et on en arrive à l'idée que toute notre réalité est un rêve collectif, réel, mais qui fonctionne à différents niveaux de l'espace-temps. Et je vous ai expliqué pourquoi il fallait rajouter, tout à fait pourquoi, mais là je n'ai pas le temps de le faire, pourquoi il fallait rajouter 2 fois 3 dimensions. Ça revient à rajouter 2 couches à 3 dimensions. Nous vivons déjà dans une couche à 3 dimensions d'espace-temps, d'espace auquel on rajoute le temps. Si on rajoute 3 dimensions, eh bien c'est comme si on intégrait notre réalité à l'intérieur d'une réalité moins dense qui nous permet de faire des choix. Et si on rajoute à nouveau 3 dimensions, c'est comme si on intégrait cette réalité à l'intérieur d'une réalité encore moins dense qui gouverne notre destination. Et donc nous aurions tous plusieurs niveaux, plusieurs corps, si vous voulez. Nous serions tous corporellement, tout ce qui est matière, même notre planète, nous aurions tous plusieurs corps. Nous aurions un corps physique, mais aussi un corps de conscience, mais aussi un corps qu'on pourrait appeler spirituel, et peut-être qu'il y aurait des subdivisions, puisqu'on connaît déjà les subdivisions qui forment le corps de conscience, que sont
VIE, vibration, information, énergie. Donc, on en arrive petit à petit à quelque chose qui est bien connu des traditions ésotériques. Sacrilège pour un physicien. Voilà, qui consiste à dire que notre réalité est composée de 3 niveaux d'espace-temps emboîtés les uns dans les autres. Il faut voir ça de manière fractale, c'est-à-dire que lorsqu'on passe d'un niveau à l'autre, on augmente la temporalité par un facteur peut-être 1000. C'est-à-dire que ce que nous vivons, nous, en une seconde, peut être vécu par une conscience supérieure en 1000 secondes et par une conscience encore plus supérieure en 1 million de secondes, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que, à mesure que, puisque le supérieur, ce qui va jouer un rôle justement pour déterminer notre futur. Si ça détermine notre futur, la meilleure façon de le voir, c'est que ce que nous voyons, nous, en une seconde, ce qui va nous arriver là dans les 10 secondes, ou ce qu'on ressent, ce qu'on va faire dans la journée, prenons notre conscience supérieure, elle, c'est quelque chose qu'elle va voir en 1 an, ou peut-être elle va avoir un aperçu de toute notre vie. Si nous avons une partie de notre conscience que nous appelons notre subconscient, qui nous gouverne, elle nous gouverne tout simplement par le fait qu'en jetant un œil sur notre vie, elle procède à un ajustement là, à condition qu'on l'ait validé. Bon, d'accord? Non mais là, j'essaie d'en dire trop, mais c'est pour les intuitifs. Bon, et donc là, ces 10 dimensions de l'espace-temps se retrouvent sous la forme de 10 centres, donc organisés de manière très simple, les 3 niveaux: véhicule qui correspond au corps physique, conducteur qui correspond au corps de conscience, qui peut être subdivisé, et guide ou soi qui correspond à notre corps spirituel. Et après, les spiritualistes religieux pourraient parler de corps divin, mais là, moi, je ne vais pas aussi loin. Et puis, verticalement, on peut distinguer donc le corps mental, ou les corps mentaux, en fait, qu'on peut appeler intellect, robotisé, mental conditionné, et puis mental qui correspond plutôt à la connaissance universelle. Au niveau émotionnel, on a l'amour-plaisir, la sensation. On a l'amour qui reste conditionné, ça c'est le commun de l'humain, mortel. Et l'amour inconditionnel que ressentent les expérienceurs de l'au-delà, ou d'on ne sait quoi. Et au centre, vous avez la conscience, tout simplement, là où il y a de la conscience, c'est-à-dire une plus grande intensité, qui correspondrait à l'ego ou à l'être intérieur dans le cas du soi. Et vous avez en bas, il faut rajouter le temps, la dimension du temps, qui en mécanique quantique joue un rôle fondamental, puisque c'est elle qui contribue à densifier les réalités qui sont préparées par nos différents corps de conscience, à faire en sorte que nous vivons dans une seule réalité au lieu de vivre dans un multivers ou dans une multiplicité quantique de situations. Ce qui amène, à partir de là, au modèle que j'ai proposé dans mon premier livre, La route du temps, mais qui n'a pas changé en fait. Parce qu'il est extrêmement logique. Tous les problèmes finalement qu'on a, c'est qu'on vit dans un paradigme matérialiste qui nie totalement l'existence de ces 2 niveaux. On est tout en bas. Donc on ne sait même pas ce que c'est que le corps, la conscience, et encore moins ce que c'est que donc, le soi. On ne sait pas ce que c'est que le moi et le soi. J'adopte les termes de Jung. Et pour arriver, et donc on fonctionne uniquement avec notre moi, et ne connaissant pas l'existence de notre soi, ben, le moi s'atrophie en ego. Et c'est le drame de la société actuelle. Puisque si vous regardez toute la sphère politico-médiatique, il n'y a que de l'expression de l'ego, et ceux qui essayent là-dedans de se montrer plus sages sont considérés comme des religieux. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. C'est grave, hein, vraiment. Et donc la sagesse ne peut pas exister, donc les groupes de savants, même les savants, on ne demande même pas aux scientifiques.
On ne demande pas la vie aux sages, on ne demande pas... voilà. Enfin, bon. On vit dans le règne du mental qui s'atrophie en règne de l'ego, et le mental lui-même s'atrophie en intellect, et l'intellect, c'est l'art de raconter n'importe quoi qui n'a absolument aucun sens. Donc, pour sortir de ça, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour se défaire de tout ce qui conditionne le moi, de tout ce qui transforme le moi en ego, de tout ce qui conditionne notre centre mental, notre centre égotique, que j'appelle énergétique, et notre centre émotionnel. Pour se défaire du mental, il faut lâcher prise. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma carrière d'ingénieur, d'innovateur. J'ai fait des centaines d'innovations et j'ai acquis naturellement la compréhension du fait que pour faire en sorte qu'une démonstration devant un industriel marche, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, et là, c'est beaucoup plus important que de passer un temps fou à bien préparer sa démonstration et à vérifier que tout est fait pour que... Non, le plus important, se détacher du résultat et lâcher prise au moment de l'expérience. C'est ça qui m'a sensibilisé, et plein d'autres choses. Lâcher prise, donc le mental, détachement, l'ego, et confiance. La confiance, c'est parce qu'on a toujours peur que ça ne marche pas. Donc il faut avoir confiance. Si on développe la confiance, le détachement et le lâcher-prise, automatiquement les connexions avec notre être intérieur, notre être supérieur s'installent. Il n'y a rien besoin de plus, elles sont déjà là. C'est juste qu'elles sont le bruit causé par notre ego, en gros, les empêche d'exister. Si on veut résoudre ce problème, il y a plein de façons, il y a la méditation, il y a aller faire des grosses balades comme je le fais, il y a plein de méthodes. Et lorsque on arrive donc à déconnecter, à déconditionner notre moi, il ne s'agit ni plus ni moins que de déconditionner sa conscience, on a automatiquement soit l'intuition, soit la foi, soit la joie qui s'installe. Aller faire une balade en forêt, aller faire une marche en montagne, utiliser des méthodes de développement personnel ou transpersonnel, tout ça, ça sert à une seule chose, c'est à rétablir les connexions avec l'être qui sont de trois types. L'intuition, parce que c'est connexion au niveau du mental. La foi, parce que c'est connexion au niveau de l'émotionnel. On n'a pas besoin d'informations pour savoir quoi faire. Et la joie, c'est la connexion directe. C'est-à-dire que quand elle est présente, de toute façon, les choses sont hyper simples. Donc, tout ça, ça revient, d'un point de vue physique, à déconnecter les voies causales, c'est-à-dire ce qui crée les causes, les empêcher d'avoir lieu, supprimer l'ancien futur, pour arriver à faire en sorte que le nouveau futur, vous voyez, j'ai fait un petit schéma qu'on ne voit pas très bien en haut à droite, déconnecter, bon mais j'aurais dû mettre, c'est déconnecter le violet pour arriver à faire que le bleu se connecte, pour arriver à faire que nos futurs potentiels viennent s'installer comme futurs alternatifs pour réaliser le programme de notre soi. C'est extrêmement limpide. Hein. Et une façon de tester ça, donc ça c'est le but de, par exemple, l'atelier que je propose demain, mais je crois qu'il est complet, ou quasiment. Enfin, s'il ne l'est pas, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour ceux que ça intéresse. Les synchronicités, c'est quelque chose qui arrive naturellement. Mais bon, à destination de ceux qui veulent recevoir une aide pour essayer que ça arrive naturellement, c'est comme, bon, on a toujours un petit peu besoin d'aide au départ, et puis après, on apprend à reconnaître naturellement les signes de la vie. Mais il n'empêche que on peut se tromper, c'est-à-dire on peut voir des signes partout, par exemple. Et effectivement, donc, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les synchronicités, ça va être l'information qui débarque du futur pour vous dire « Ah ben voilà, je vais aller là, je vais faire ça, je vais... » C'est la boussole, c'est l'information de la boussole. C'est-à-dire que vous arrêtez de rester conditionné par votre ancien passé, vous sortez de vos habitudes, vous acceptez de changer, voilà, donc vous vous retrouvez face à des situations
Ah ben oui, mais qu'est-ce que je fais là? Donc il vous faut des indicateurs, des signes. Alors je vous ai déjà dit, intuition, foi, ok, ça marche. Mais il y a beaucoup mieux. Il y a la synchronicité, c'est quand ça se manifeste non seulement à l'intérieur du cerveau, mais à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une action directe sur la réalité. Vous pouvez transformer de façon apparemment magique, mais la magie est juste une technologie qui n'est pas encore comprise. Vous pouvez transformer de façon apparemment magique dans votre vie en faisant en sorte que votre conscience ait un véritable effet sur la réalité des événements que vous allez vivre. Et vous pouvez faire en sorte de vous le prouver à vous-même. Et je l'ai fait à de maintes reprises, et c'est ce que je raconte dans mes livres. Je n'ai pas écrit un seul livre qui n'ait pas été précédé d'une avalanche de coïncidences extrêmement significatives qui ont fait qu'un type comme moi a été obligé de trouver cette voie qui consiste à essayer de révéler cette réalité avec les compétences que j'avais d'un côté et de l'autre. Il était évident qu'il me fallait expliquer donc au public la réalité de ce phénomène-là, parce qu'on prend les gens qui essayent de lire un peu, de voir, c'est de la poésie en fait. On prend ces gens-là pour des naïfs, des gens qui essayent de trouver quelque chose qui va les guider dans la réalité, alors que ça n'est pas du tout rationnel. On a tendance à les classer en... Vous voyez? Mais alors qu'au contraire, c'est le summum de l'intelligence qui s'exprime là. Parce que c'est le summum, ça fait référence simplement à une plus grande subtilité de la réalité qu'il convient de comprendre. Ça demande plus d'intelligence que l'intelligence du commun des mortels, de la sphère politico-médiatique, etc. Ça demande beaucoup plus d'intelligence. Mais il faut faire attention à plusieurs écueils, que sont le fait qu'il peut y avoir de fausses synchronicités qui ont deux causes. Il peut y avoir... Alors les fausses synchronicités, ce sont les événements qui sont causés par le passé. Il peut y en avoir de deux types. Ceux qui sont causés intérieurement, ceux qui sont causés extérieurement. Ceux qui sont causés extérieurement, c'est... Vous avez l'illusion qu'il se passe quelque chose qui est important pour vous parce que ça n'arrive jamais, alors qu'en fait, vous n'êtes simplement pas au courant qu'il se passe effectivement quelque chose de pas normal, mais ça ne vous concerne pas vous, ça concerne tout le monde, ça peut être un carnaval, ça peut être n'importe quoi, où vous avez l'impression, là, cette fois-ci dans votre tête, que vous lisez un signe dans lequel vous reconnaissez quelque chose qui vient vous apporter une réponse, alors qu'il peut s'agir simplement d'une tromperie du cerveau, comme un effet de pareidolie. Parce que notre cerveau est programmé pour voir des visages partout. Notre cerveau, et en Haute-Provence, vous voyez des visages partout dans les rochers. Et dans plein d'endroits, vous voyez des visages partout dans les nuages. On peut voir des visages. Vous voyez, donc ça, c'est deux exemples d'effets trompeurs qui peuvent donner l'impression qu'on a une réponse à une intention, à une demande, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai oublié de le dire, mais il faut faire des demandes, bien entendu, pour arriver. Donc je vais en parler maintenant. Donc une véritable synchronicité se produit lorsque vous avez une véritable intention de changer de vie, ou lorsque vous êtes naturellement dans une période de votre vie où elle est en train de changer. Donc les synchronicités apparaissent naturellement dans les périodes de grands changements dans votre vie. Et si vous voulez en expérimenter, il faut quand même trouver quelque chose à changer, ou de nouveaux projets. Parce que si le futur ne bouge pas, il n'y aura pas de synchronicité, en tout cas d'après ma théorie. Alors, il y aura peut-être des informations, vous pouvez récupérer des informations, vous pouvez tirer des cartes, tout ce que vous voulez, des choses comme ça. Enfin bon, ça ne va pas très loin si vous voulez vraiment faire de la magie. Il faut, dans votre réalité, que s'exprime cette magie. Donc il faut avoir fait un retour sur soi, et puis faire un deal avec son soi. Une fois qu'on a découvert ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être, on va dire chiche, je vais le faire. Il faut prendre un engagement avec son futur. Bon, si vous préférez que je ne parle pas de soi, je vais parler du futur. Faites un deal avec votre futur. Il faut lui dire, voilà, j'ai décidé ça.
je vais changer ça, j'ai décidé ça, mais alors franchement, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai besoin de ton aide, il faut que tu me donnes un élément clé qui va me permettre d'aller vers ça. C'est-à-dire que si je n'ai pas cet élément, je ne vais pas y aller, et si j'ai cet élément, je vais y aller. D'accord ? Eh bien, si vous faites ça, eh bien, votre futur est obligé de tenir compte de ce deal. Parce que la double causalité marche dans les deux sens. Et donc, pour peu qu'il y ait effectivement une pression de votre soi qui va se traduire par une validation, c'est-à-dire une joie chez vous, parce que la validation de la captation de l'information du soi, c'est quelque chose qui fait intervenir, comme je vous l'ai dit, la joie. D'accord ? Pour peu qu'il y ait c'est pas un simple deal, pour peu que vous envisagiez avec joie la réalité de ce changement, eh bien ce deal va se transformer en véritable synchronicité dans votre vie qui vont vous apporter les éléments d'information qui vont vous encourager d'aller sur ce chemin. Et petit à petit, et si vous continuez de douter, vous allez peut-être même avoir une avalanche de synchronicité qui vont vous emmener sur ce nouveau chemin. Et il peut aussi y avoir des synchronicités négatives, c'est-à-dire des gros emmerdements. Bon, je cite souvent ce qui m'est arrivé, mais enfin bon. Si votre ancien futur donc, est encore fragile, il est encore là, il va avoir tendance à vous ramener vers lui. Si votre nouveau futur n'est pas encore bien tracé, parce que par exemple, comme moi je l'ai fait, vous allez demander conseil à d'autres, manque de détermination. Donc s'il y a la moindre faille dans votre détermination, vous risquez d'avoir affaire à de gros emmerdements qui vont correspondre au fait qu'il va y avoir en quelque sorte, c'est une façon de le vulgariser, une tentative de votre futur de vous dissuader de le changer. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Il faut simplement le prendre comme un manque de détermination. Moi, ça m'est arrivé, face à ce gros pépin, j'ai dit, je le fais quand même. Et ça a réussi majestueusement. Par contre, c'est vrai qu'il fallait oser, quoi. J'en paye quand même une contrepartie. Et donc voilà, ces 4 types de hasards qui, pour 2 d'entre eux, n'en sont pas. Je pense qu'on va passer aux questions, parce que vous connaissez un peu, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. J'ai eu des synchronicités extraordinaires avec 6 papillons, 3 chamois, 3 chevreuils et bien plus, que je raconte dans mon dernier livre, Le Pic de l'Esprit. Donc je raconte ça dans tous mes livres, La Route du Temps, La Physique de la Conscience et Le Pic de l'Esprit racontent certaines expériences sur la synchronicité. Mon premier livre, La Route du Temps, est concentré vraiment sur ces premières expériences qui m'ont permis d'élaborer cette théorie que je vous présente ce soir. C'est uniquement orienté sur la synchronicité, la physique de la conscience. Je parle moins de mes expériences, mais j'élabore toute la théorie en partant de la physique qui permet de comprendre les choses en allant jusque les phénomènes extraordinaires, les expériences de mort imminente, les ovnis, etc. Donc je donne des explications à ce niveau-là. Et le pic de l'esprit, je vais encore plus loin, mais cette fois-ci de façon romancée. Mais alors je vais très très loin. Donc tout le monde ne peut pas l'accepter. Donc il faut vraiment être initié pour lire Le Pic de l'Esprit, même si c'est un roman. En tout cas, bon, ça va si vous êtes déjà plus ou moins initié, mais si vous débarquez et que vous avez des exigences rationalistes, il vaut mieux commencer par La Route du Temps ou La Physique de la Conscience. Et je vous signale quand même que j'ai un DVD qui, en gros, résume en 1 heure donc ma pensée en me remettant dans la situation, enfin chez moi, dans ma montagne, etc., de randonneur, etc. Bon, enfin, ça, pour ceux que ça intéresse, c'est un très bon résumé de l'ensemble de ce dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, et maintenant je vais conclure, parce que d'habitude j'en parle pas et les gens ne savent pas qu'il existe ce DVD. Enfin voilà, maintenant vous savez qu'il existe ce DVD. Et donc en conclusion, vous l'aurez compris, et ça c'est le message que j'adresse en priorité aux physiciens, la conscience est un système de navigation. Vous ne pouvez pas savoir à quel point la conscience est un système de navigation.
La conscience est un système de navigation à un point que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord ? Ce n'est pas seulement un système de navigation dans notre réalité, c'est le système de navigation dans une réalité normale. Individuellement, nous avons un libre arbitre potentiel. Sinon, justement, ce système de navigation ne servirait à rien. Pour exercer notre libre arbitre, en fonction de ce que je vous ai dit, je vous récapitule, il faut savoir faire un retour sur soi pour forger nos intentions authentiques, ne pas nous leurrer, ne pas être trompé par le cerveau. Il faut de l'intégrité et de la responsabilité avant de faire une demande, donc de projeter ses intentions dans le futur, parce que ça marche. Il faut de l'attention et du discernement pour reconnaître les ponts que l'univers nous envoie pour réaliser nos intentions. Et pour que tout ça marche, il faut développer les valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie d'amour. Et pour ceux qui n'aiment pas le mot amour, qu'ils remplacent le mot amour par la joie de l'intention. Souvenez-vous de la joie de l'intention. C'est la joie de l'intention qui donne toute son énergie à l'intention que vous déployez pour aller votre futur, le futur dont vous rêvez. Et c'est ce futur dont vous rêvez va d'autant plus facilement se réaliser que vous mettez de la joie dans votre intention à le réaliser. Et développer les valeurs spirituelles, il est effectivement, parce que quand on a compris tout ça, ça amène naturellement. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un comportement qui tient compte du fait qu'on est en permanence en train d'agir sur notre futur, sur le futur des autres. Parce que le futur ne se crée pas maintenant. Enfin, si, le futur se crée maintenant, mais il n'est pas en train de nous attendre. On est en train de le créer sur toute notre ligne de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Nous sommes en train, à chaque instant, de créer notre futur et de le modifier sur toute notre ligne de temps. C'est l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Et au niveau collectif, ce nouveau type de pensée, ça correspond au balbutiement vers une nouvelle pensée rationnelle. Certains scientifiques commencent à le comprendre, commencent à saluer ce genre d'idée. Je reconnais que c'est difficile, que c'est pas évident. J'ai beaucoup de chance d'avoir visé juste il y a 10 ans, parce que bon, aujourd'hui, je n'arrive même plus. J'avais peur les premières années, je me disais. Et j'ai même, pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai pris toutes les précautions pour être sûr de ce que je disais. Mais vous avez quand même peur, parce que lorsque vous êtes le seul à penser quelque chose de nouveau, heureusement que dans ma vie, j'avais très souvent été seul à penser quelque chose de nouveau pour avoir osé finalement proposer ça. Et plusieurs années après, je me suis aperçu que ben, finalement ça marchait, ça correspondait, c'est accueilli, etc., etc. Je vous assure je vois mal comment on pourrait revenir en arrière aujourd'hui. Je vous assure qu'on est encore dans les balbutiements, mais qu'une nouvelle pensée rationnelle va petit à petit se construire, s'établir en fonction de cette nouvelle vision du monde, qui va revaloriser l'humain. C'est la seule solution d'ailleurs pour arriver à se sortir de l'ornière actuelle, parce qu'on n'a pas encore, au niveau politique et médiatique, compris qu'il suffit d'abord de penser en conscience, que le futur se construit d'abord en pensée, en conscience, avant d'agir. Le futur se construit d'abord en premier lieu en fonction de nos pensées, de nos états de conscience. Et en second lieu, en fonction de nos actes, bien entendu, si nous n'agissons pas, le résultat de nos pensées dans le futur ne va pas pouvoir se transmettre. Nous serons invités à agir, évidemment. Mais il faut comprendre que c'est d'abord la conscience. Il faut d'abord évoluer en conscience avant de pouvoir... Voilà. Et donc, ceci fournit un éclairage sur tous les autres phénomènes inexpliqués, bien sûr. Bon, mais ça, je n'ai pas le temps de le détailler. Ça valorise la poésie, les arts et les sciences humaines, bien sûr. Et je vous invite à ne pas me croire, mais simplement à expérimenter. Je vous remercie.